Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des troubles anxieux, l'item 64F, état de stress post-traumatique. Point 1, introduction. Point 2, contexte épidémiologique. Point 3, sémiologie psychiatrique. Point 4, le trouble stress post-traumatique. Point 5, le pronostic et l'évolution. Et point 6, la prise en charge psychiatrique. Objectif pédagogique. Diagnostiquer un trouble stress post-traumatique. Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi aux différents âges et à tous les stades de ces différents troubles. Les points clés. Le diagnostic du trouble stress post-traumatique repose sur 2 points. Exposition à un événement traumatique associé à un syndrome de répétition, un syndrome d'évitement, une hyperactivation neurovégétative et des altérations négatives des cognitions et de l'humeur, évoluant pendant plus d'1 mois après le traumatisme. On porte le diagnostic de trouble stress aigu lorsque les symptômes évoluent depuis moins d'1 mois après le traumatisme. Les principaux risques évolutifs correspondent à l'épisode dépressif caractérisé, le suicide et le trouble addictif. La prise en charge du trouble repose d'abord sur les psychothérapies centrées sur le trauma, EMDR, et sur les antidépresseurs. Point 1, introduction. Dans cet item, ainsi que dans le reste de l'ouvrage, nous parlerons, comme dans les classifications internationales, de troubles stress post-traumatique et non d'état de stress post-traumatique. Le trouble stress post-traumatique, TSPT, correspond à la survenue de symptômes caractéristiques à la suite de l'exposition à un événement traumatique. Un événement traumatique est défini comme un événement au cours duquel le sujet ou d'autres personnes ont pu être menacés de mort, trouver la mort, subir des blessures graves ou des violences sexuelles. L'exposition peut se faire de différentes façons, 2 points, en étant directement victime, en étant témoin direct, en apprenant que cela est arrivé à un membre de la famille ou une personne proche, ou dans un cadre professionnel avec exposition répétée, comme chez les pompiers, les personnels soignants, les policiers. Histoire de la psychiatrie. Déjà un siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce avait décrit dans le De Rerum Natura des rêves traumatiques de bataille chez des généraux. Cependant, le terme de névrose traumatique n'apparaît pour la première fois qu'en 1884 avec Oppenheim, pour décrire les symptômes présentés par certaines victimes de catastrophes ferroviaires. Selon les auteurs et les époques, elle sera successivement vue comme une pathologie rattachée à la neurasthénie, ou comme une pathologie autonome. Mais c'est suite à la guerre du Vietnam et au retour des vétérans sur le sol américain que la pathologie connaîtra un regain d'intérêt et réapparaîtra en tant que telle dans le DSM-3. L'évolution de la nosographie se fera ensuite vers la notion de trouble, différenciant les symptômes de survenue précoce, tels le trouble stress aigu, TSA, des symptômes durables, TSPT. Point 2. Le contexte épidémiologique. La prévalence sur la vie entière du TSPT serait comprise entre 5 et 10% de la population générale. Elle peut être plus importante au sein des populations exposées au traumatisme, comme par exemple celles qui ont émigré récemment de zones géographiques instables ou en guerre, ou encore chez les victimes ou les témoins directs d'attaques terroristes. Les études chez les sujets exposés à un traumatisme retrouvent un risque de développer un TSPT d'environ 10%, mais pouvant aller jusqu'à 50%, notamment chez les victimes de viols, les survivants de combats, de détention militaire, de génocide et d'internement ethnique ou politique. Le sexe ratio est de 2 femmes pour 1 homme. À noter que les agressions sexuelles apparaissent plus souvent dans la population féminine. Donc à noter que les agressions sexuelles apparaissent plus souvent dans la population féminine, mais surviennent aussi auprès des hommes, notamment pendant l'enfance. Certains facteurs de risque d'évolution vers un TSPT après exposition à un événement traumatique sont identifiés. 2 points. Les caractéristiques de l'événement traumatique,
le type, la sévérité, la durée et la proximité de l'exposition, la faible qualité du soutien social, le sexe féminin, les antécédents psychiatriques, autres troubles anxieux, troubles dépressifs, etc., les antécédents d'autres événements traumatiques et un niveau socio-économique bas. Point 3. Sémiologie psychiatrique. Pour que la sémiologie psychiatrique du TSPT soit évaluable, il est indispensable que le sujet ait été exposé à un événement traumatique. Entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il ait été objectivement exposé à la mort ou une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences. Les victimes, témoins ou personnes ayant été brutalement informées qu'un tel événement est arrivé à un de leurs proches sont également concernées. À noter que l'exposition par l'intermédiaire de médias électroniques, télévision, films ou autres images ne peut constituer un événement traumatique objectif. 3.1 Syndrome de répétition. Les patients souffrant de TSPT présentent des réviviscences, c'est-à-dire qu'ils revivent involontairement, de manière vivace, envahissante, pénible et répétitive, certains aspects de l'expérience traumatique. Ces expériences, à forte tonalité sensorielle, génèrent une intense détresse émotionnelle. Ces reviviscences peuvent également être nocturnes. Il s'agit des cauchemars traumatiques. Enfin, les réactions dissociatives sont décrites généralement comme des flashbacks au cours desquels le sujet agit ou se sent comme si l'événement allait se produire, voire se reproduisait. Ainsi replongé dans l'événement, le sujet perd conscience de la réalité ambiante pendant quelques secondes à quelques minutes. Dans les formes sévères, rares, des actes médico-légaux peuvent être observés. Accidents, rixes, fugues, etc. Ces reviviscences sensorielles et émotionnelles sont généralement accompagnées d'une réactivité physiologique avec symptômes physiques, palpitations, sueur, tremblements, polypnées, etc. 3.2 Syndrome d'évitement. L'évitement des stimuli qui rappellent au sujet le traumatisme est aussi un symptôme clé pour le diagnostic de TSPT. Ces stimuli peuvent être des personnes, des lieux, des situations ou des circonstances qui ressemblent ou sont associées au traumatisme. Les patients souffrant de TSPT s'efforcent à chasser tout souvenir rattaché au traumatisme, par exemple en évitant d'y penser, entre parenthèses, en se mettant à lire, en allumant la télévision ou en appelant un ami, ou d'en parler de manière détaillée, surtout pour les souvenirs les plus difficiles. On peut également observer des stratégies d'évitement avec organisation de la vie quotidienne. C'est le cas, par exemple, chez les victimes d'accidents de la circulation, dont certaines évitent de reprendre le même trajet et sont obligées de faire des détours, ou d'autres qui tentent d'éviter toute conduite automobile. Donc on peut également observer des stratégies d'évitement avec réorganisation de la vie quotidienne. C'est le cas par exemple chez les victimes d'accidents de la circulation, dont certaines de ces victimes évitent de reprendre le même trajet et sont obligées de faire des détours, ou d'autres victimes qui tentent d'éviter toute conduite automobile. Les conséquences fonctionnelles générées peuvent être très importantes. 3.3 Hyperactivation neurovégétative. Les altérations du sommeil sont généralement au premier plan. Difficulté d'endormissement ou sommeil interrompu au moindre bruit. La survenue de cauchemars peut participer à ces altérations du sommeil, parce que l'endormissement est redouté ou parce que le rêve traumatique réveille en sursaut. L'irritabilité est souvent rapportée. Tout devient insupportable, invivable. Le bruit, la foule, certaines situations du quotidien, etc. Les accès de colère ne sont pas rares, aggravant les répercussions socio-professionnelles. L'hypervigilance, état de qui-vive permanent, est un état d'alarme. Donc l'hypervigilance est un état d'alarme dont l'objectif est de dépister et d'analyser le moindre stimulus environnemental qui peut être interprété comme une nouvelle menace. Cet état s'accompagne souvent de réactions de sursauts exagérés au moindre bruit. Cet état s'accompagne souvent de réactions de sursaut exagérés au moindre bruit,
comme claquement de porte, bruit de moteur, sonnerie de téléphone, sirène, etc. Cette symptomatologie s'accompagne fréquemment d'altérations de la concentration et de la mémoire. Enfin, des comportements autodestructeurs sont également observés. Le risque suicidaire est élevé dans le TSPT. Par exemple, le suicide est la principale cause de mortalité chez les vétérans américains des guerres modernes d'Irak et d'Afghanistan. 3.4 Les altérations négatives des cognitions et de l'humeur. Les distorsions cognitives persistantes concernent non seulement le sujet lui-même, je suis mauvais, je n'ai pas su défendre ma famille, mais également les autres. Ce monstre a détruit ma vie, on ne peut faire confiance à personne. Le sujet se blâme ou rumine l'implication d'autres personnes en rapport avec l'événement. Ces ruminations se déroulent dans un état émotionnel quasi permanent où la peur, la colère, la culpabilité ou la honte dominent. Dans ce contexte, des modifications de l'humeur peuvent également être observées. Diminution des intérêts, détachement, incapacité à éprouver des émotions positives. Ces symptômes rendent difficile le diagnostic d'une éventuelle comorbidité avec l'épisode dépressif caractérisé. Point 4. Le trouble stress post-traumatique. 4.1 Diagnostic positif. 4.1.1 Pour poser le diagnostic du trouble stress post-traumatique. Le diagnostic de TSPT repose sur 2 points. L'exposition directe ou indirecte, entre parenthèses témoin, proche, à un événement traumatique, donc l'exposition directe ou indirecte à un événement traumatique au cours duquel le sujet ou d'autres personnes sont mortes ou ont risqué de mourir ou d'être gravement blessées ou menacées dans leur intégrité. Un carré symptomatique regroupant syndrome de répétition, syndrome d'évitement, hyperactivation neurovégétative et altération négative des cognitions et de l'humeur. Une évolution de plus d'un mois des symptômes. Une évolution de plus d'un mois des symptômes après la survenue de l'événement traumatique. Une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou professionnel. 4.1.2 Les différentes formes cliniques. On distingue 2 points. Les formes dissociatives avec déréalisation et ou dépersonnalisation persistante ou récurrente, les formes à expression retardée, 2 points lorsque l'ensemble des critères diagnostiques n'est présent que 6 mois ou plus après l'événement. Il s'agit en fait de l'aggravation ou de la réactivation symptomatique d'une forme subsyndromique. Et les formes pédiatriques du TSPT, 2 points, la symptomatologie est souvent différente de celle rencontrée chez l'adulte. Les symptômes de reviviscence, par exemple, peuvent prendre la forme de répétition de la scène traumatique sous forme de jeux répétitifs, de dessins ou de rêves effrayants. 4.2 Les diagnostics différentiels. 4.2.1 Le trouble stress aigu. Le trouble stress aigu, TSA, désigne l'apparition d'une symptomatologie similaire au TSPT. Entre parenthèses, syndrome de répétition, syndrome d'évitement, hyperactivation neurovégétative, altération négative des cognitions et de l'humeur. Dans les jours suivant le traumatisme, mais ne perdurant pas au-delà d'un mois. Donc le trouble stress aigu désigne l'apparition d'une symptomatologie similaire au TSPT dans les jours suivant le traumatisme, mais ne perdurant pas au-delà d'un mois. Le TSA débute typiquement immédiatement après le traumatisme et dure entre 3 jours et 1 mois. Son évolution est souvent spontanément résolutive, mais peut aussi se compliquer d'un TSPT. Cette évolution défavorable serait plus fréquente lorsque le patient présente dans les suites immédiates du traumatisme une symptomatologie dissociative avec mutisme, errance, état de détachement, dépersonnalisation, déréalisation, voire une amnésie de l'événement, ou s'il présente des facteurs de risque, entre parenthèses, antécédents psychiatriques, antécédents d'autres événements traumatiques. 4.2.2 Troubles de l'adaptation.
Le trouble de l'adaptation se distingue du TSA et du TSPT par sa symptomatologie. Absence de syndrome de répétition et de syndrome d'évitement dans le trouble de l'adaptation. 4.2.3 Trouble obsessionnel compulsif. Les patients présentant un trouble obsessionnel compulsif peuvent présenter des idées ou images intrusives, mais celles-ci ne sont pas en lien avec un événement traumatique. 4.3 Les comorbidités psychiatriques. Les comorbidités psychiatriques sont nombreuses, avec essentiellement 2 points. Les troubles addictifs, 2 points, troubles liés à l'usage d'alcool, de tabac, de psychotropes ou d'autres substances psychoactives pour atténuer les symptômes, en particulier les cauchemars traumatiques. Épisode dépressif caractérisé, 2 points, les patients souffrant de TSPT avec épisode dépressif caractérisé présentent souvent des idées de honte ou de culpabilité et une baisse du désir sexuel. Le risque évolutif principal de cette comorbidité est le risque suicidaire. Et autres troubles anxieux, 2 points, troubles paniques, troubles phobiques ou troubles obsessionnels compulsifs. 4.4 Les notions de physiopathologie. Le TSPT est une pathologie secondaire à l'exposition à un événement traumatique. Cependant, il ne survient pas systématiquement après un événement traumatique. 2 points, chaque individu présente un niveau de vulnérabilité ou de résilience plus ou moins important, entre parenthèses, déterminé en partie par des facteurs génétiques. Neurosciences et recherche. Le syndrome de répétition impliquerait des processus mnésiques, entre parenthèses, étapes d'encodage en particulier. Donc le syndrome de répétition impliquerait des processus mnésiques, c'est-à-dire des étapes d'encodage en particulier. Le traumatisme pourrait agir comme un embrasement émotionnel dépassant les ressources du sujet pour traiter l'information. Ainsi, les traces mnésiques de l'événement seraient différentes des souvenirs autobiographiques classiques. En conséquence, certains aspects des traces mnésiques laissées par le traumatisme arrivent très facilement à la conscience du patient sous la forme de reviviscences chargées des émotions initiales et non comme souvenirs du passé. Ces mécanismes sont actuellement l'objet de très nombreuses études. Pour ce qui est de l'évitement, 2 points, selon la théorie du conditionnement classique, certains éléments du contexte lors de l'événement traumatique sont associés à la peur ressentie par le sujet. Par conséquent, les stimuli évocateurs sont ensuite à l'origine d'un sentiment de détresse et donc évités. Le TSPT résulterait en partie d'un défaut d'extinction de la réaction de peur, même en l'absence prolongée du stimulus traumatique. Enfin, en ce qui concerne la nature de l'événement traumatique, le degré de détresse ressenti lors de l'événement dépend aussi de l'histoire personnelle de la personne concernée. Par exemple, le fait que le sujet perçoive ou non sa propre vie comme menacée durant l'épisode a un impact sur le risque de développer un TSPT. De même, le sentiment de culpabilité ou de honte augmente le risque d'évolution chronique. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1 Pronostic. Les facteurs de pronostic du TSPT sont la qualité du soutien social du sujet, les antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques, et les antécédents d'événements traumatiques, notamment durant l'enfance. Donc les facteurs de pronostic du TSPT sont la qualité du soutien social du sujet, les antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques, et les antécédents d'événements traumatiques, notamment durant l'enfance. 5.2 Évolution. La durée des symptômes est variable. Dans environ la moitié des cas, une guérison complète survient en 3 mois. D'autres évolutions sont plus péjoratives, comme les formes chroniques, pour lesquelles la symptomatologie peut persister plus de 12 mois après le traumatisme, ou les évolutions alternant période d'amélioration et d'aggravation des symptômes. Donc dans environ la moitié des cas, une guérison complète survient en 3 mois. D'autres évolutions sont plus péjoratives, comme les formes chroniques, pour lesquelles la symptomatologie peut persister plus de 12 mois après le traumatisme,
ou les évolutions alternant période d'amélioration et d'aggravation des symptômes, ou l'évolution alterne de période d'amélioration en période d'aggravation des symptômes. Par ailleurs, une réactivation des symptômes peut survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial, à des événements de vie stressants ou bien à de nouveaux événements traumatiques. Par ailleurs, une réactivation des symptômes peut survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial, à des événements de vie stressants ou bien à de nouveaux événements traumatiques. Le risque suicidaire est augmenté indépendamment de la présence d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble addictif, mais renforcé significativement s'ils sont présents. La gravité du tableau est liée à son retentissement sur le fonctionnement social, avec risque de désinsertion socio-professionnelle progressive, de repli, mais aussi à la survenue de complications, entre parenthèses, épisodes dépressifs caractérisés notamment. L'évolution est aussi marquée par le retentissement fonctionnel et les conséquences juridiques de l'événement. Le parcours de reconnaissance et le déroulement des procédures judiciaires ont un impact majeur sur l'évolution clinique. Point 6. La prise en charge psychiatrique. 6.1. Prise en charge immédiate au décours d'un événement traumatique. En France, les interventions précoces auprès des victimes sont fréquemment proposées. Ces actions ne constituent qu'une première étape et ne peuvent être suffisantes pour éviter le développement d'un TSPT ou d'un TSA. À la phase suivant immédiatement le traumatisme, il s'agit de techniques de diffusing ou déchocage psychologique. Alors à la phase qui suit immédiatement le traumatisme, il s'agit de techniques de diffusing ou déchocage psychologique qui visent à réduire la charge émotionnelle et à identifier les personnes les plus vulnérables afin de leur proposer des soins spécialisés. C'est seulement à partir de 72 heures, parfois plus, qu'un débriefing psychologique peut être réalisé. Les principaux objectifs de ces interventions précoces sont 2 points. Le repérage et le traitement des patients présentant des manifestations aiguës de stress et notamment une symptomatologie dissociative, l'information des victimes et de leurs proches sur les modalités évolutives de leurs symptômes et les possibilités d'aide en cas de persistance de ces derniers, la mise à disposition d'une aide psychologique, entre parenthèses, possibilité d'une écoute pour les sujets souhaitant verbaliser les émotions, souvent violentes, ressenties au cours de la situation traumatique. Toutefois, ces actions n'ont à l'heure actuelle pas montré d'efficacité dans les études scientifiques contrôlées. Au niveau médicamenteux, aucun traitement n'a aujourd'hui une efficacité suffisante pour être recommandé systématiquement après l'exposition à un événement traumatique. Enfin, il est très important de prendre en compte la dimension sociale et juridique qui a un impact majeur et d'orienter vers des associations spécialisées ou des groupes d'entraide. C'est pourquoi la rédaction d'un certificat médical initial est très importante, même si à cette phase, la personne n'envisage pas de processus judiciaire. De même, des prélèvements sont à proposer systématiquement en cas d'agression sexuelle. En pratique, les interventions précoces peuvent être préférentiellement réalisées en cas de catastrophe par une cellule d'urgence médico-psychologique, CUMP, qui regroupe des psychiatres, des psychologues et des infirmiers. Chaque SAMU dispose d'une CUMP départementale. La majorité des sujets présentant des symptômes psychiques modérés en phase aiguë connaîtront une évolution favorable spontanée sous quelques semaines, généralement moins d'1 mois, s'il s'agissait du premier événement traumatique. Il est recommandé de ne pas leur proposer de prise en charge thérapeutique systématique à but préventif en l'absence de symptômes. Il faudra proposer aux personnes présentant des signes de vulnérabilité une nouvelle consultation à 1 mois pour juger de l'évolution
et mobiliser les ressources thérapeutiques sur les personnes présentant des caractéristiques péjoratives. 6.2. Traitement non pharmacologique du TSPT. Il s'agit d'un versant primordial de la prise en charge. La psychothérapie est centrale. Plusieurs techniques peuvent être utilisées. Les thérapies cognitivo-comportementales, la thérapie d'exposition prolongée et l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Désolé pour mon anglais. Donc on va commencer par les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, centrées sur le traumatisme, qui sont efficaces, d'autant qu'elles sont commencées précocement après le traumatisme. Elles ont pour objet la gestion de l'anxiété, la lutte contre les évitements, que ces évitements soient cognitifs ou comportementaux, et utilisent des techniques classiques telles que la relaxation, les techniques d'exposition graduée aux stimuli et la restructuration cognitive. La thérapie d'exposition prolongée, TEP, est une technique de désensibilisation vis-à-vis de l'événement traumatisant. L'exposition peut être imaginaire ou réelle. Elle doit être progressive, répétée et contrôlée pour obtenir vis-à-vis du traumatisme un phénomène d'habituation. Il faut amener le patient à expérimenter la diminution de son angoisse face au stimulus problématique autrement que par l'évitement. L'Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, a été développée par Shapiro en 1989. Cette technique repose sur la théorie selon laquelle les symptômes du TSPT sont liés à l'encodage inadéquat des informations attachées à l'événement. La procédure d'EMDR vise à stimuler les processus de traitement de l'information afin que les souvenirs de l'événement traumatique acquièrent le statut de souvenir débarrassé des émotions négatives initiales. Le patient est invité, selon une procédure standardisée, à évoquer certains éléments de souvenir alors que son attention est focalisée sur des stimuli bilatéraux visuels. Ces trois catégories de psychothérapie centrées sur l'événement traumatique sont considérées actuellement comme les traitements de première ligne, plus efficaces que les traitements médicamenteux et donc à proposer en priorité aux patients. Enfin, le recours à des groupes de pairs ou des associations pouvant apporter une aide sociale et juridique est très important. 6.3. Traitement pharmacologique du TSPT. Chez les sujets présentant un TSPT constitué, le traitement pharmacologique reposant sur l'usage d'antidépresseurs type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS, ne constitue pas un traitement de première intention, mais peut être utilisé pour des sujets présentant des symptômes sévères ou chroniques, et ceux ne pouvant pas ou ne souhaitant pas suivre une psychothérapie. Il faut signaler qu'en France, les psychothérapies, pourtant traitement de première ligne du TSPT, sont loin d'être accessibles à tous et ne sont pas systématiquement remboursées. Cet état de fait représente un obstacle à leur accès pour de nombreuses victimes. Il est important de savoir que l'usage des benzodiazépines est à éviter dans les suites d'une exposition traumatique, quel que soit le stade. Le traitement symptomatique de l'insomnie, de l'anxiété ou d'autres troubles doit donc reposer sur les autres catégories de traitements anxiolytiques, antipsychotiques sédatifs, hydroxyzine. 6.4. L'hospitalisation en psychiatrie. La prise en charge du TSPT se fait généralement en ambulatoire, mais l'hospitalisation peut être indiquée en cas de symptômes sévères ou en cas de symptomatologie dépressive, de risque suicidaire et en présence de troubles addictifs associés. En résumé, le trouble stress post-traumatique correspond à l'apparition de symptômes caractéristiques à type de syndrome de répétition, reviviscence et cauchemar, de syndrome d'évitement, d'hyperactivation neurovégétative, d'altération négative des cognitions et de l'humeur associées, pendant plus d'un mois, chez un sujet qui a été exposé à un événement traumatique, lors duquel lui-même ou d'autres personnes a ou ont pu risquer de mourir ou être sévèrement blessés
ou sexuellement agressé. Les facteurs pronostiques sont d'abord liés à la nature de l'événement et de l'exposition, puis à des facteurs individuels. Soutien social, antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques. La prise en charge thérapeutique repose d'abord sur le repérage des sujets à risque et l'intervention la plus précoce possible. Le traitement psychothérapeutique est à privilégier et repose principalement sur la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d'exposition prolongée et l'EMDR. Les antidépresseurs, ISRS ou IRSNA, peuvent être utiles en cas de symptômes persistants ou sévères ou d'impossibilité à accéder à une psychothérapie. Le recours à des groupes de pairs ou des associations pouvant apporter une aide sociale et juridique est très important. Fin de la lecture de l'item 64F, état de stress post-traumatique, au grand chapitre des troubles anxieux, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.